Au sommaire de ce journal, de nouvelles orientations pour la suite des défis à relever pour l'année 2019. Les cadres du ministère de la Communication passent en revue les actions phares du département pour l'atteinte des objectifs fixés. Management et efficacité des structures, c'est le thème du CASEM qui réunit les chefs de service et autres responsables du ministère depuis ce matin à Ouagadougou. L'ouverture de la réunion à suivre dès le début de ce journal. Nous parlerons également dans ce journal du projet du chemin de fer du G5 Sahel, le transsahélien dont l'atelier de lancement de l'étude de faisabilité se tient à partir de demain à Ouagadougou. Le ministre en charge des transports est sur notre plateau pour nous donner plus de détails sur le projet et le contenu de la rencontre. Le pape François qui entame un périple de 6 jours en Afrique qui le conduira au Mozambique, sur l'île Maurice et à Madagascar. Le souverain pontife retrouve le continent africain donc en pèlerin de la paix et veut mettre l'accent sur la lutte contre la pauvreté sociale. Le chef de l'église catholique est accueilli chaleureusement à Maputo par des milliers de fidèles qui sont mobilisés dans les rues de la capitale. Bienvenue à tous, merci de suivre les actualités sur la télévision du Burkina. Cela dit, le ministère de la Communication et des Relations avec le Parlement passe en revue ses grandes actions pour un meilleur fonctionnement. L'exercice permet au premier responsable du département de donner de nouvelles orientations pour l'atteinte des objectifs fixés. Les cadres du ministère sont réunis depuis ce matin à Ouagadougou pour le premier conseil d'administration du secteur ministériel sur fond de management et efficacité des structures. L'ouverture des travaux avec Issa Kafando et Jérôme Tendano. Première session ordinaire du conseil d'administration du secteur ministériel CASEM du ministère de la Communication et des Relations avec le Parlement. Une occasion pour jeter un regard rétrospectif sur les activités du département, mais surtout de donner des orientations pour l'atteinte des performances souhaitées, d'où le thème « Management et efficacité des stratégies ». La thématique donc de ce CASEM-là correspond justement à cette nécessité d'améliorer les résultats, de faire parfois des obstacles que nous avons, des éléments de levier pour avancer, parce qu'on vous dira tout le temps, oui, il y a des problèmes de déblocage de fonds, il y a un certain nombre d'acteurs qui sont en mouvement, mais pour autant, on doit être capable de trouver dans le management des équipes le moyen d'arriver à obtenir des résultats. Des résultats, certaines structures du département en ont acquis, et ce, malgré le contexte peu favorable. Des exemples à capitaliser, selon le ministre Yanginou. Nous avons des structures comme la RTB, comme notre direction de la passation des marchés, comme l'ISTIC, qui sont parfois dans des situations délicates, qui ont des taux de réalisation globale relativement très intéressants. Donc je pense qu'il faut s'appuyer sur l'exemple de ces managers-là, qui portent leur direction, qui portent leurs EPE, afin d'arriver donc à ce que ceux qui ont des difficultés à suivre puissent effectivement mettre ça en œuvre. Au cours de ce conclave du ministère de la Communication, le rapport de performance et de gestion, les difficultés rencontrées par les structures centrales et déconcentrées seront passées au pain fin. L'objectif est de dégager les forces et faiblesses et trouver les solutions pour améliorer les performances du département. Entretien à présent, la décision avait été prise par les chefs d'État du G5 Sahel en 2015 à N'Djamena de créer une ligne de chemin de fer reliant le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Tchad et le Burkina Faso pour améliorer la desserte entre les pays membres de l'organisation. Près de 5 ans après, le Burkina Faso accueille ce 6 septembre l'atelier de lancement de l'étude de faisabilité du transsahélien. Pour parler donc de ce projet ambitieux pour les transports dans la sous-région, nous recevons le ministre en charge des transports donc du Burkina Faso, M. Vincent Dabilgou. Bonjour, Monsieur le ministre. Bonjour, madame. Et bienvenue sur le plateau du journal télévisé de la télévision du Burkina. Donc, alors, les chefs d'État du G5 Sahel décident donc en 2015, comme nous l'avons dit à N'Djamena, de créer donc une ligne de chemin de fer reliant les pays membres du G5 Sahel. En quoi consiste exactement ce projet et quelle est la pertinence d'un tel projet? Bon, merci beaucoup pour déjà cette invitation dans ce journal. Je voudrais en tout cas vous remercier pour le travail que vous faites ici. Pour revenir donc dans ce dossier du G5 Sahel à travers donc ce chemin de fer, je dois peut-être vous rappeler que l'objectif global donc du G5 Sahel, c'est vraiment de construire un espace du G5 Sahel prospère, un espace en sécurité, un espace de paix. Et vous savez qu'aujourd'hui, quand on parle de paix,
quand on parle de sécurité, on est obligé de parler aussi de ce qu'on appelle pauvreté. Parce que la pauvreté et l'insécurité, malheureusement, se nourrissent mutuellement. Et donc vous savez qu'on parle de terrorisme, c'est vraiment dans cette zone-là, c'est ce que nous voyons le plus souvent. Mais ce terrorisme et donc ce que nous appelons insécurité, c'est vraiment aussi la pauvreté qui alimente donc les réseaux qui peuvent recruter les jeunes, etc. Donc les différents chefs d'État qui animent donc cet espace du G5 Sahel ont compris donc qu'il faut absolument arriver à faire en sorte que nous puissions construire donc dans cet espace-là des projets structurants qui puissent en même temps nous aider, en même temps que nous jetons les bases pour maîtriser dans la sécurité à travers donc tout ce que nous avons comme équipement, comme formation, que nous puissions en même temps nous attaquer de manière structurelle aux effets donc de la pauvreté. Et c'est là que naît donc ce projet donc de faire en sorte que les 5 pays que sont donc le Burkina, bon, nous ne commençons pas par le Burkina, mais commençons par exemple par la Mauritanie, le Mali, le Niger, le Tchad et le Burkina Faso, nous puissions donc relier ces 5 pays-là par donc un chemin de fer qu'on va appeler le chemin de fer transsahélien, qui va nous permettre de pouvoir faire en sorte que dans cet espace-là, les personnes puissent vraiment voyager, circuler librement, mais que nous puissions aussi construire un espace économique à travers donc notre capacité à transporter donc les fret, transporter donc nos produits, donc nos marchandises, et c'est ça qui va animer véritablement donc ce qu'on va appeler le développement d'une manière générale. Alors, ce chemin de fer, finalement, est-ce que ce ne serait pas un doublon avec d'autres projets similaires dans la sous-région? On parle tout de suite de la boucle ferroviaire reliant, entre autres, la Côte d'Ivoire, le Niger et le Burkina Faso. C'est vrai que quand on parle de chemin de fer, les gens on voit tout de suite les chemins de fer que nous avons hérité de la colonisation, qui sont un peu des parachutes isolés, sans interconnexion. Vous prenez le chemin de fer donc, de notre pays avec la Côte d'Ivoire, c'est autant la colonisation. Mais les objectifs ne sont pas les mêmes. Quand on prend le chemin de fer entre donc, le Mali et donc, le Sénégal, c'est aussi un morceau de chemin de fer. Les chemins de fer ne fonctionnent que lorsqu'ils sont interconnectés. Parce que c'est un système qui permet de pouvoir transporter en masse, c'est un système qui permet aux voyageurs de pouvoir aller d'un point à l'autre de manière interconnectée. Donc ce que nous avons fait à Niamey, nous avons essayé de regarder ce projet G5 Sahel et nous avons essayé de voir comment ce projet-là va s'interconnecter avec l'ensemble des projets de chemin de fer, non seulement de l'UMOA, mais également des chemins de fer donc, entre des pays comme le Burkina Faso et le Ghana. Et vous savez que notre chemin de fer entre le Burkina et le Ghana va aussi s'intégrer dans son chemin de fer. Parce que du Ghana, on peut se retrouver en Mauritanie, on peut se retrouver au Niger, et c'est ça l'intérêt du chemin de fer. Le chemin de fer n'est viable, parce que c'est le moyen de transport de le plus, non seulement le moins cher, mais aussi le plus sécurisé, mais aussi en termes donc, de pollution, c'est vraiment le plus viable. Mais il n'est vraiment chemin de fer que lorsqu'il est interconnecté avec d'autres chemins de fer. Maintenant, l'Afrique va inaugurer une autre vision qui va montrer que nous allons construire des chemins de fer de plus en plus intégrés pour pouvoir construire des économies intégrées également. Alors, Monsieur le ministre, combien le transsahélien va coûter au G5 Sahel? Quelles sont les sources de financement? Il est trop tôt que nous parlons donc du secours de manière globale, parce que nous sommes dans un processus d'étape. Par exemple, nous avons les pays membres du G5 Sahel ont voulu montrer à leur partenaire de développement que nous sommes capables, dans nos économies, nous aussi de dégager l'argent pour faire l'étude de faisabilité. Et c'est ce que nous avons fait. Donc ça fait à peu près 700 millions pour étudier et montrer que ce projet est viable. Et c'est pour ça que l'étude va essayer donc de donner un peu ce qu'on appelle le profil en langue pour dire quels obstacles nous allons contourner du point de vue topographique, quelles sont donc l'hydrologie de la zone, quelles sont donc les zones topographiques les plus élevées. Mais nous allons aussi essayer de montrer comment véritablement dans ce projet-là, on fait l'état des lieux de ce qui existe en termes d'exploitation et établir un coût qu'on appelle donc un coût de projet préliminaire. Donc c'est après ça que les bailleurs de fonds vont comprendre que ces pays du G5 sont vraiment au sérieux, ils sont engagés. Et c'est ce qui fait que lorsque les chefs d'État sont retrouvés donc en N'Djamena, une instruction a été donnée donc au secrétaire permanent et aussi la mise en œuvre donc d'un comité de pilotage du projet pour que progressivement, après
donc cette étude de faisabilité, nous puissions avoir une étude d'exécution beaucoup plus claire qui va affiner et pouvoir dire voilà le coût et le temps. Et c'est ça qui va nous permettre de pouvoir mobiliser des financements à travers donc une conférence de bailleurs de fonds. Et je suis persuadé que si ce projet-là est bien cerné en termes d'étude de faisabilité, les bailleurs de fonds vont accompagner les pays du G5 Sahel. Et justement, cette étude de faisabilité sera lancée demain. C'est ça. 6 septembre, un atelier donc pour lancer l'étude de faisabilité 5 ans après la décision. Quel est le contenu de cet atelier? Le contenu est très clair parce que nous sommes dans le cadre du G5 Sahel. Donc nous avons besoin, sous le leadership donc, du président Roch-Marc Christian Kaboré, qui conduit donc aujourd'hui les décisions du G5 Sahel. Et je pense que je voudrais en passant remercier aussi pour son leadership qui nous a permis aujourd'hui non seulement de lancer donc ce projet à Ouagadougou, et ça va nous permettre d'informer l'opinion publique nationale, mais aussi l'opinion publique des 5 pays, pour montrer que ce chemin de fer tant attendu va être lancé en termes d'abord d'études préliminaires en tant que projet donc de faisabilité, mais aussi ça va nous permettre nous de pouvoir dire que nous avons pu sélectionner donc un bureau d'études qui va s'occuper de cette question et faire en sorte qu'au niveau interne, que ce soit le secrétaire permanent, que ce soit donc le comité de pilotage et le bureau d'études, nous puissions nous arranger pour pouvoir établir ce qu'on appelle un agenda, une sorte de planning, pour dire voilà là où nous voulons être rendus, et nous voulons qu'à cette étape-là, nous puissions montrer aux différents chefs d'État que nous sommes à cette étape-là, de manière à pouvoir conduire ce projet avec beaucoup d'efficacité et beaucoup de responsabilité. Okay. Et à quand est-ce qu'on peut espérer maintenant le début des travaux? Bon, il faut dire que les chefs d'État ont donné des instructions pour que nous puissions, dans les 8 mois qui viennent, déposer une étude. Et par la suite, il va être question que nous puissions regarder mais les conditions juridiques, les conditions institutionnelles pour la conduite du projet. Vous savez, c'est un grand projet structurant dont les retombées sont des retombées qui vont être des retombées qu'on va connaître très bientôt lorsque le projet va démarrer. Mais en même temps, on a besoin de mobiliser des partenaires technico-financiers qui sont nos partenaires. Et je sais que tout le monde, en tout cas au niveau des différents chefs d'État, en particulier au niveau du président du Faso, je sais que les gens attendent cette étude-là. Et je suis persuadé que d'ici là, ils vont pouvoir trouver les voies et moyens pour pouvoir trouver un partenaire, en tout cas un pays, en tout cas une institution qui va accompagner donc les pays du G5 dans ce grand projet. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Merci d'être venu sur notre plateau pour nous parler de cet important atelier qui va lancer donc l'étude de faisabilité de ce projet ambitieux donc du G5 Sahel, qui est la construction d'une ligne de chemin de fer transsahélienne donc qui va relier la Mauritanie, le Niger, le Tchad et le Burkina Faso. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Autre actualité, les gestionnaires des ressources humaines qui dénoncent des propos qu'aurait tenus le ministre en charge de la fonction publique le 27 août dernier et qui ne seraient pas exacts. Le syndicat national des gestionnaires des ressources humaines de l'administration publique apporte le démenti à la presse. Un protocole d'accord existe bel et bien entre le gouvernement et le SINAGRH. C'est ce que l'on retient du point de presse animé hier à Ouagadougou et suivi pour nous par Roger Kam et Jérôme Tendano. Mise au point du syndicat national des gestionnaires des ressources humaines de l'administration publique, SINAGRH. À ce rendez-vous avec les hommes de médias, Yassia Tanama et ses camarades disent vouloir apporter un démenti à des propos qu'aurait tenus le ministre en charge de la fonction publique, lesquels propos font état de l'absence de protocole d'accord entre le SINAGRH et le gouvernement. Sur ces propos, nous tenons à apporter un démenti formel. Il y a bel et bien un protocole d'accord signé le 4 août 2017 entre le gouvernement et le SINAGRH. Ce protocole d'accord stipule en son point 3, petit 3.3 de l'axe grand 3 que les deux parties ont reconnu la nécessité de renforcer la capacité du ministère de la fonction publique du travail et de la protection sociale et des directions des ressources humaines en matière d'infrastructure, d'équipement et de motivation du personnel. Depuis la signature de ce protocole d'accord, le syndicat s'est toujours montré disposé à dialoguer, mais fait face à un refus de leur ministre de tutelle, selon les conférenciers. Pour le SINAGRH, c'est un rejet de toute notion de concertation, puisque l'implication d'autres responsables du département ne changera rien de l'attitude du ministre de la fonction publique. En retour, cette démarche des responsables RH a été perçue par le ministre Serif Ouedraogo comme un acte de trahison. D'où sa demande à ses collègues ministres de relever les DRH signataires de la correspondance de leur poste. À l'analyse, cela n'est ni plus ni moins
qu'une dictature de la pensée unique qui relève d'une certaine époque que nous pensions révolue. Le syndicat national des gestionnaires des ressources humaines de l'administration publique SYNAGRH invite le gouvernement au respect de ses engagements pour mettre fin à la situation qui prévaut au ministère en charge de la fonction publique. La coordination régionale des syndicats de l'éducation, section du centre qui affiche également son mécontentement et pour cause des mesures d'affectation pour nécessité de services jugés arbitraires. La CRSE brandit la menace de boycotter la rentrée scolaire si rien n'est fait pour revoir la mesure de redéploiement du personnel enseignant. Le point de presse pour en parler est suivi par Namba Kouda et Sekou Zongo. La coordination régionale des syndicats de l'éducation, CRSE section centre, s'insurge contre les affectations pour nécessité de service de leurs camarades. Face aux hommes de médias, Yari Yuen et ses camarades qualifient ces affectations d'arbitraire et souhaitent l'annulation de cette décision. Il y a aussi le groupe du personnel qui sont recrutés pour la région du centre. Ils ont passé des années à faire le concours pour rester au centre. Et ces derniers sont retrouvés sur la liste à être redéployés. Il y a le personnel qui vient de rentrer au centre pour convenance personnelle. Aussitôt arrivés, et comme ils ont dit les plus anciens et les moins anciens repartent, on les redéploie. Et nous avons aussi relevé le fait qu'il y a eu même des malades, même lui-même il a signé une liste de personnel malade qu'il remet sur la liste nationale. Et il a pris le soin de mettre devant leur nom malade. Face à ces mesures, la CRSE met en garde la hiérarchie de l'éducation de possibles troubles du système éducatif à l'orée de la rentrée scolaire 2019-2020. Si rien n'est fait, nous allons mettre en application les autres perspectives. Et d'ores et déjà, nous avons demandé à nos militants, à nos camarades, à tout le personnel, de ne pas prendre les notes d'affectation et de boycotter les activités de rentrée. Pour l'instant, la coordination régionale des syndicats de l'éducation CRSE du centre appelle la direction régionale en charge de l'éducation à privilégier le dialogue car, dit-elle, le problème des effectifs au niveau de la région ne peut se résoudre qu'à travers la construction d'infrastructures éducatives. Le candidat à l'élection présidentielle de 2020 au Burkina Faso, c'est la politique maintenant que nous abordons. Kadri Désiré Ouedraogo multiplie les contacts avec les populations en vue d'une mobilisation autour de sa candidature. Il était le week-end dernier à Koubri pour une assemblée générale, une rencontre qui permet d'aborder avec les électeurs potentiels les défis du moment pour le pays et les sujets d'actualité. Omar Zombri. Kadri Désiré Ouedraogo à la rencontre de ses militants à Koubri au cours d'une assemblée générale. À Koubri, le candidat déclaré à la présidentielle de 2020 demande le soutien de la population lors des échéances électorales à venir. Je vous invite au rassemblement, au combat et je vous invite à la victoire pour le Burkina Faso aux élections de 2020. Le Burkina Faso est confronté aux assauts répétés des terroristes et Kadri Désiré Ouedraogo appelle les Burkinabés à faire bloc contre ce fléau. Tout en condamnant les lâches attaques terroristes contre nos forces de défense et de sécurité et contre les populations civiles, je vous invite à une franche collaboration avec les forces de défense et de sécurité et à une solidarité active à l'endroit de nos compatriotes déplacés et des réfugiés ou tout simplement ceux qui sont dans le besoin. Cette rencontre de Koubri s'inscrit dans le cadre de sa tournée de prise de contact avec ses militants et sympathisants.
Autre sujet, mise en œuvre des recommandations de l'examen périodique universel et des organes du traité. Le Burkina Faso dispose de son plan d'action 2019-2022 pour permettre un meilleur suivi des engagements du pays. L'atelier national de validation du document à Ouagadougou avec Paul-David Bambara et Vincent Kiendrebego. Amender et valider le projet de plan d'action de mise en œuvre des recommandations de l'examen périodique universel et des organes de traité. C'est l'objectif de cet atelier organisé par le ministère des Droits humains et de la promotion civique. L'examen périodique universel est un mécanisme qui permet au Conseil des droits de l'homme d'examiner la situation des droits humains dans l'ensemble des États membres de l'ONU. Ce système permet de suivre les engagements pris par les États. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que les engagements pris par les États sont suivis et les États doivent rendre un rapport par rapport à ces engagements, l'application de ces engagements dans leur État. Et ça permet au mécanisme de faire une évaluation et faire des recommandations à l'État en question. Et pour le représentant du système des Nations Unies, partenaire de cette rencontre, le Burkina Faso est bien classé dans la mise en œuvre des recommandations de l'ONU en matière de droits humains. Le Burkina s'est bien placé à l'égard de la promotion et la protection des droits de l'homme. Il y a bien sûr des défis, pas seulement par le contexte actuel humanitaire et sécuritaire, mais nous sommes sur le bon chemin. On a eu beaucoup de discussions avec le gouvernement, des autorités aussi, des organisations de la société civile, pour nous assurer que le chemin est là, la volonté politique est là, et les outils sont là, et il faut les mettre en place. À l'issue de cette rencontre, plusieurs résultats sont attendus. Il s'agit entre autres d'identifier les éventuelles contraintes et de proposer des solutions pour un Burkina plus respectueux des droits humains. Un mot de religion dans ce journal avec cette ordination sacerdotale à la cathédrale de Ouagadougou samedi dernier. La messe du jour consacre également l'engagement de célibataires et d'un couple consacré de la communauté du Chemin Neuf. La célébration œcuménique suivie par Nathalie Savadougou. Ce sont des couples, des familles, des célibataires, des prêtres, des laïcs de tous les âges. Ils se donnent à Dieu pour vivre les vertus évangéliques de chasteté, de pauvreté et d'obéissance. Ils s'engagent à vie dans la communauté du Chemin Neuf en ce premier jour de septembre 2019. Veux-tu célébrer avec foi les mystères du Christ, tout spécialement dans le sacrifice eucharistique et le sacrement de la réconciliation selon la tradition de l'Église pour la louange de Dieu et la sanctification du peuple chrétien? Oui, je le veux. Un tel engagement dans la communauté du Chemin Neuf est une première au Burkina Faso. Monseigneur Léopold Ouédraogo a appelé ses nouveaux consacrés à se laisser guider par l'Esprit Saint pour vivre dans la fraternité au-delà des frontières. Ce que j'ai admiré aussi, c'est le fait que nos frères ivoiriens sont venus avec leurs frères, le faire ordonner au Burkina Faso, un signe de fraternité. Oui. Alors cela nous encourage et nous fait voir que quand on veut suivre le Christ, il faut savoir s'oublier pour penser à l'intérêt de l'autre. Et à ce moment-là, on ressort enrichi. Partout, il y a des enjeux d'unité. Il y a des enjeux d'unité dans la famille, il y a des enjeux d'unité dans l'Église, parmi les chrétiens, qu'on est baptisé au nom du même Christ, même Père, même Esprit Saint. Il faut que, et la prière de Jésus, c'était Père, avant de partir, quand Jésus allait mourir, il a dit Père, je te prie pour que tous soient un, garde-les dans l'unité. Donc nous, on fait nôtre cette prière et de donner notre vie pour travailler à l'unité du corps du Christ. La communauté du Chemin Neuf est une communauté catholique à vocation œcuménique. Elle compte près de 2000 membres dans une trentaine de pays à travers le monde. Elle a pour mission d'évangéliser, mais aussi de former des chrétiens afin de les affermir dans leur foi.
Et dans le même chapitre, le pape François qui est au Mozambique pour la première étape d'un voyage d'une semaine qui conduira le chef de l'Église catholique dans 2 autres pays. Le pèlerin de la paix est très attendu dans ce pays où la réconciliation nationale est appelée par tous. À Maputo, le souverain pontife est accueilli chaleureusement par des milliers de fidèles. Roulant à bord de sa papamobile dans le centre-ville de Maputo, le pape François accueilli triomphalement au Mozambique ce mercredi soir par des milliers de fidèles. Une visite censée apporter de la paix dans un pays qui souhaite en cimenter les fondements. La venue du pape dans l'ex-colonie portugaise à majorité chrétienne survient un mois après la signature d'un accord qui doit enterrer plus de 40 ans de conflit entre le gouvernement et l'ex-rébellion de la Renamo. Et François a justement appelé à un renforcement de cette réconciliation. Je cite, « Seule espérance pour une paix solide et durable ». Un peu plus tôt dans la soirée, le souverain pontife a été chaleureusement reçu par le président mozambicain Filipe Nyusi à l'aéroport, avant d'assister à quelques danses et chants traditionnels. Pour beaucoup, cette visite était attendue. C'est la première au Mozambique depuis celle de Jean-Paul II, il y a 31 ans. C'est avec beaucoup de joie que nous recevons le pape. La dernière fois, j'avais 6 ans. J'ai entendu parler de sa visite. Ma mère et moi sommes donc immédiatement venus pour le voir. Aujourd'hui, je suis plus âgée. Je suis optimiste quant à sa visite. Il vient au bon moment, alors que le pays vient de signer un accord de paix qui donne de l'espoir à tous les Mozambicains. Le Mozambique, première étape d'une tournée qui conduira également le pape François à Madagascar et sur l'île Maurice. Retour au Burkina Faso où la jeunesse de l'église évangélique médite sur la place et l'importance de Christ dans la vie des jeunes. C'est à l'occasion du camp qui réunit à Lumbila depuis hier les jeunes évangéliques du Bénin, de la Côte d'Ivoire, du Niger et du Burkina Faso. La réflexion va porter sur l'engagement de la jeunesse à servir Dieu et l'unité. Voici donc pour vous l'ouverture de ce camp qui est suivi par Paul David Bambara et Béléman Herman Nestor Toé. C'est une jeunesse engagée à suivre les pas du Christ. Venus des 4 coins du Burkina et des pays voisins, ces jeunes veulent raffermir les liens de solidarité, d'amitié et de paix. Ce camp constitue un cadre de renforcement du service du Seigneur pour eux, d'où les thèmes unité du corps du Christ, témoignage pour les nations. Nous recherchons dans l'organisation de ce camp de pouvoir rassembler les jeunes et aussi les édifier par la parole de Dieu. C'est important de voir que les jeunes se rassemblent et qu'on parle des messages d'union et de modèles que nous pouvons représenter. 5 jours durant, les campeurs vont méditer sur la parole de Dieu et surtout sur l'unité de l'Église évangélique afin de vaincre toute forme de division en leur sein. Le pas est déjà franchi avec la participation du Bénin, de la Côte d'Ivoire et du Niger. Sans l'unité, alors il serait vraiment difficile de pouvoir atteindre des objectifs. Et la prière du Seigneur Jésus-Christ avant de partir était qu'il a prié pour que l'Église soit unie. Mais si l'Église et la jeunesse est unie, et unie autour du Seigneur Jésus-Christ, unie pour la cause du Seigneur Jésus, nous pensons que les choses pourront marcher. Aujourd'hui, beaucoup de courants évangéliques, beaucoup de courants aujourd'hui bibliques commencent à se développer. Mais tant que la jeunesse n'est pas unie autour de la vérité biblique, elle est divisée et l'ennemi emporte. Le camp jeunesse de l'église évangélique a vu le jour en 1974 et se tient tous les 2 ans. Il vise à fédérer les églises évangéliques du Burkina et partant du monde entier. Un nouveau programme dédié à la jeunesse sur la télévision du Burkina. Il s'agit d'une émission de télé-réalité qui porte sur le mannequinat et donc destinée au monde de la mode et de la beauté pour valoriser davantage ces secteurs. Face, c'est le titre du concept qui est une compétition qui met aux prises des jeunes filles. On en sait davantage avec Jean-Eudes Bayala et Sekou Zongo. J'espère qu'au-delà de cette émission, de ce concours-là, les portes nous seront ouvertes à toutes.
La télévision du Burkina répond aux attentes de la jeunesse et de ses téléspectateurs. Elle est en plein tournage d'une émission de télé-réalité dénommée Face. Une émission qui met en compétition de jeunes filles dont l'ambition est d'être mannequin. Le but pour la télévision nationale, c'est d'accompagner l'essor de l'industrie de la mode et de la beauté. Vous allez voir que si on met en exergue le mannequin, derrière le mannequin, c'est le styliste, le maquilleur, le coiffeur, l'esthéticien, nutritionniste, les coachs en sport. Vous voyez? Donc, en réalité, c'est toute cette industrie de la mode et de la beauté que nous voulons mettre en valeur. Passé l'étape des présélections, ces filles, 15 au total, seront soumises à une compétition de défilés et de séances photos sur une durée de 10 semaines. Pour ce faire, ces prétendantes au nouveau visage du mannequinat bénéficient de l'assistance de personnes avisées. On voit qu'il y a beaucoup de filles qui ont un manque de confiance en elles pour s'exprimer, pour marcher, pour vraiment rentrer dans le jeu. Et moi, je suis là en renfort. La diffusion des numéros de l'émission Face est prévue pour octobre à novembre et la grande finale en direct sur les antennes de la télévision du Burkina en début décembre. En sport, le match amical entre le Burkina Faso et la Libye s'est joué hier à Marrakech et les étalons l'ont emporté par 1-0. Le résumé de la rencontre avec Daouda Ouattara et Victorien Marien. Premier test concluant pour le nouvel entraîneur des étalons. Ce sont des étalons rajeunis à 99% et placés sous les auspices du vieux briscard Alain Sibiri Traoré qui ont fait le jeu face aux chevaliers de la Méditerranée de la Libye. Un match bien négocié par les étalons qui d'entrée se sont montrés conquérants. De Kylian Nikema, gardien de but aux Pays-Bas, Ismaël Zagré de Salitas, Zakaria Sanogo d'Arménie, Abou Ouattara de Lille en passant par Franck Traoré de l'Ajax, Ibrahim Bansé de Suède et j'en passe, cette équipe commando des étalons a agréablement tenu la dragée haute face à la Libye. 0-0, c'est le score à la pause. À la reprise, l'état d'esprit des étalons reste intact. Mieux sur cette balle arrêtée qui porte le talent d'Alain Sibiri Traoré, Ismaël Zagré, l'invité surprise de la sélection, en embuscade, ouvre le score, 1-0. Dès lors, le match est monté d'un cran en intensité et en vivacité. Les chevaliers de la Méditerranée de la Libye deviennent insaisissables et dangereux à la limite. Mais qu'à cela ne tienne, les jeunes étalons remportent la partie par 1-0. L'objectif qui nous avait été assigné, en premier, c'était de rajeunir l'équipe. Et en deuxième objectif, il faut notamment se qualifier. Alors, raison pour laquelle vous avez vu, par exemple, sur cette première liste, nous avons fait un mélange. Je pense que les jeunes ne vont pas réussir tout seuls. Il leur faut un guide sur le terrain. Et moi, je pense qu'on va demander simplement aux Burkinabés de continuer à nous soutenir, soutenir le projet. Et je pense que vous avez vu ce soir, les enfants, je pense, ils étaient à la hauteur, bien qu'ils soient jeunes. Ils ont donné de la réplique, en tout cas, à la Libye. Et oui, le risque en valait la peine. Avec un peu plus d'audace, la transition peut se faire, mais en douceur. Ce soir, voilà, c'était des jeunes joueurs qui ont joué. Et vendredi, il y a un autre match contre le Maroc A. Ça va être un très bon match encore. On en a toutes nos forces aussi sur le terrain. Je pense que c'est déjà pas mal ce qu'on a montré ce soir. On a toujours besoin de nos forces, que ce soit des anciens ou les jeunes. On a besoin d'une équipe compétitive. Voilà, ce soir, on a vu que les jeunes, ils avaient le niveau. Donc voilà, ça a eu de continuer à travailler. Nous, on est là pour les aider à atteindre les objectifs. Le vendredi, face aux Lions de l'Atlas du Maroc, on s'attend à voir à l'œuvre les étalons au grand complet. Hors de chez nous, rien ne va plus pour Boris Johnson qui n'a finalement pas pu obtenir le soutien nécessaire pour déclencher les élections anticipées et qui pourrait même être forcé de repousser le Brexit. Le Premier ministre britannique échoue même dans son projet de dissoudre l'Assemblée pour se sortir de l'impasse. Avez-vous perdu le contrôle, monsieur le Premier ministre ?
comme une impression de déjà-vu. Après Theresa May il y a quelques mois, c'est Boris Johnson qui se retrouve en difficulté au Parlement britannique. Le Premier ministre a subi une double défaite en 2 jours. Il a échoué à convoquer des élections anticipées et il n'a pas réussi non plus à empêcher l'adoption d'un texte qui prévoit un report du Brexit si aucun accord n'est trouvé avant le 31 octobre. Comme un château de cartes qui s'effondre. Ce jeudi, néanmoins, le gouvernement s'engage à laisser ce texte suivre toutes les étapes en cours à la Chambre des Lords où il n'a pas la majorité. Boris Johnson ne l'a également plus à la Chambre des communes après avoir été défié par 21 députés de son propre camp qui ont rejoint l'opposition pour éviter une sortie sans accord. Hier, le climat était électrique. Si le Premier ministre fait au pays ce qu'il a fait à son parti au cours des dernières 24 heures, je pense que beaucoup de gens ont beaucoup à craindre de son incompétence, de son indécision et de son refus de dévoiler ce qu'il sait des effets d'un Brexit sans accord. Je sais que Jeremy Corbyn s'inquiète des accords de libre-échange avec l'Amérique, mais il n'y a qu'un seul poulet chloré que je puisse voir, et il est assis sur ce banc. Boris Johnson est déterminé à faire sortir le Royaume-Uni de l'Union européenne le 31 octobre, coûte que coûte, accord avec l'Union européenne ou non. Le Premier ministre dénonce l'obstruction de l'opposition qui rejette toutes ses propositions, comme celle d'élections législatives anticipées le 15 octobre. Mais les travaillistes ne veulent pas de cette option, craignant d'être devancés par les conservateurs. Ce jeudi, la Haute Cour de justice à Londres doit dire si la suspension du Parlement décidée par Boris Johnson la semaine dernière est légale. La décision avait créé la polémique, mais elle a été approuvée par la plus haute instance civile d'Écosse hier. Une rare victoire pour Boris Johnson, affaibli après seulement 6 semaines au pouvoir. Et nous feuilletons les quotidiens du jour au Burkina Faso pour refermer ce journal. La presse burkinabé qui évoque le dernier remaniement ministériel en Côte d'Ivoire et le processus de désarmement au Mali. Les parutions de ce jour analysent et commentent la mort de 11 personnes dans une famille suite à une intoxication alimentaire et la coopérative de femmes pour les travaux champêtres. La revue de la presse burkinabé est signé Vincent Kendrebego. Que s'est-il passé dans la famille Bakouan à Lapior, dans la commune de Didir, province du Sanguier? 11 personnes ont trouvé la mort suite à une intoxication alimentaire. Le pays qui s'est rendu sur place rapporte que le chef de la famille était le premier à rendre l'âme le 1er septembre, suivi d'autres. Et à la date d'hier, la famille est presque anéantie avec 11 morts au total, concernant des hommes, des femmes et des enfants. Selon les témoignages, cette famille a consommé un mets fait à base de semences traitées aux pesticides. Des investigations seraient en cours pour situer la cause exacte de cette hécatombe, mais l'intoxication alimentaire reste l'hypothèse principale, d'où l'appel de la gouverneure du centre-ouest à la prudence avec les pesticides. Dans la Kossi, une révolution silencieuse des Amazones de la Terre. C'est un reportage de l'Observateur Palga avec des femmes qui mettent à profit la saison agricole pour être financièrement autonomes. Elles se constituent en société d'ouvrières pour monter à l'assaut des champs, monnayant leur sueur dans des travaux champêtres bien faits. Et ça marche, selon le journal. D'ici la fin des travaux agricoles, nous pourrions gagner 200 000 francs, peut-être plus, affirme l'une d'elles, membre d'une coopérative de 15 femmes. De quoi s'assurer le pain du 8 mars. Des jeunes filles en vacances ne sont pas en reste, le temps de se faire des sous pour leur scolarité. Mais cette liberté n'est pas toujours évidente pour toutes les femmes. Certains maris ont contraint leurs femmes à l'abandon car ne voulant pas supporter les désagréments. Remaniement ministériel en Côte d'Ivoire, Ouattara a tourné manège pour la présidentielle de 2020, titre aujourd'hui au Faso. Augmentation du nombre de portefeuilles, 50 au lieu de 36, sans pour autant bouleverser la configuration ministérielle. Cette nouvelle équipe est celle du combat électoral de 2020, selon aujourd'hui au Faso. Double calcul pour le chef de l'État ivoirien avec son gouvernement de 50 têtes. Mailler politiquement le pays par le jeu de la répartition régionale et s'assurer tous les moyens financiers pour la campagne, car les appelés sont plus ou moins nantis. Reste à attendre 2020 pour voir ce que vaut cette équipe de bataille pour l'impérium. Sidoya s'intéresse au processus de désarmement, démobilisation et réinsertion au Mali.
un DDR laborieux. Ce processus est entré dans sa phase opérationnelle avec 1000 anciens rebelles qui viennent de rejoindre les forces armées maliennes. Un retour à la normale avec les ex-groupes armés profitera à toute la bande sahélo-saharienne, mais la réinsertion socio-économique des 74 000 ex-combattants qui sont concernés ne manquera pas de rencontrer de difficultés au regard des questions liées au financement. Fin des actualités sur la télévision du Burkina. Merci de nous avoir reçus chez vous. Excellente suite de programmes.